Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc Hélène, pour ceux qui m'avaient pas vu la semaine dernière, on va juste attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte et on va commencer. Salut Catherine, salut Dan, Régis. Alors. Bonjour. Bon, il est déjà 32. On va démarrer. Alors, donc rebonjour à tous. Bienvenue. C'est la 7e session des cahiers de vacances de la data, déjà. Donc aujourd'hui, on est avec Gaëtan. Le sujet du jour, donc vous allez jouer avec des data frames. Donc comme la dernière fois, je vous laisse avec lui. Posez bien toutes vos questions et puis on y répondra. Donc par moment, tu me demanderas s'ils ont des questions éventuellement et à la fin. Ouais, je veux bien que tu me dises quand il y a des questions, parce que comme je partage l'écran, en fait, je peux pas voir. Ok, donc je t'interromprai. Ok, ça Il n'y roule. a pas de souci avec toi. Très bien. Et ok, bon voilà, je vous laisse avec Gaëtan et on se retrouve à la fin. Très bonne session. Ok, c'est parti. Alors, on va partager ça. Hop. Ok, donc jusqu'ici, en fait, on a vu les types de données, les variables, les boucles, le flow control, les fonctions, les listes, les dictionnaires. Et la dernière fois, vous avez dû commencer à jouer un petit peu avec les notebooks. Et en fait, tout ça, on s'aperçoit que pour faire de l'exploration de données, on va pas tellement en avoir besoin, parce qu'on va utiliser aujourd'hui une librairie qui s'appelle Pandas, qui permet de faire de l'exploration de données et qui est super pratique. De toute façon, toutes les notions qu'on a vues avant, vous allez y revenir plus tard, mais pour la partie purement exploratoire, Panda permet de faire vraiment énormément de choses. Alors, on va jouer avec un dataset qui est sur Kaggle. Alors, si on va sur Kaggle, Kaggle, c'est un site qui permet de partager des gros sets de données, des gros jeux de données. Et nous, on va jouer avec un truc qui s'appelle Countries from the World. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour y accéder. La façon dont ça fonctionne, c'est sur un dataset, là, vous avez une preview ici, une preview des colonnes avec la distribution de chacune des colonnes. Et normalement, voilà, dans l'onglet Notebook, vous avez des notebooks Jupyter de toutes les personnes qui ont joué un petit peu avec et qui ont partagé leur code. Ça peut être assez intéressant à regarder. Et vous avez aussi des discussions. Bon, pour le dataset avec lequel on va jouer, on a pas tellement besoin de tout ça. On va juste le télécharger. Vous pouvez le télécharger ici. Ça va vous sauver un CSV. Moi, je l'ai déjà, donc je le refais pas. Et donc, on va créer un nouveau notebook. On va appeler ça Countries from the World. Et on va aller charger le CSV. Alors, je ne sais pas si on vous avait montré dans les notebooks, en fait, dans les cellules de code, quand vous commencez par un petit point d'exclamation, ça vous permet d'exécuter des commandes comme si vous étiez sur la ligne de commande. Donc, par exemple, là, si je fais un ls et que j'exécute, on va mettre -la pour être en mode liste et voir tous les fichiers. On voit exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, si je demande ce qu'il y a dans la partie data, là où j'ai mis mon CSV, je vois mon CSV qui est la countries from the world. Donc, pour charger ça, en fait, je vais commencer par importer Pandas. Peut-être dézoomer un tout petit peu pour qu'on y voit mieux. Je vais importer Pandas as PD. Et en fait, je vais faire un pd.read.csv, qui est une fonction qui est fournie par Pandas et qui va être capable de lire un fichier CSV. Alors, mon fichier là, si je le mets directement comme ça va pas fonctionner parce qu'il va pas le trouver. Donc là, il me dit file not found. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le même répertoire que le notebook, il est dans le répertoire data. Si je reviens ici en fait et que je regardais, voilà, mon notebook ici, il est ici, countries from the world, et le CSV il est dans data. Donc je vais faire data / countries from the world. Countries, ah ouais, j'ai mis 2 fois data. Et là, il me lit le CSV. Alors, la réponse, en fait, il me renvoie ça dans un data frame. Si je fais countries df, la convention, c'est de faire un petit underscore df à la fin du nom de la variable pour savoir que ça, c'est un data frame. Si je regarde le type de ce qui m'est renvoyé, c'est bien un data frame pandas. Et dans les notebooks, il y a une visualisation par défaut qui est qu'il va m'afficher ça sous la forme de tableau, avec la première ligne qui est le nom de toutes les colonnes. Sur la colonne de gauche, vous avez l'index, et ensuite, vous avez tout le contenu du tableau. Donc, c'est super pratique pour la partie exploratoire.
Alors, au moment où vous chargez le CSV, il y a des tas d'options. Parce que les CSV, en fait, le format CSV, c'est un fichier texte. Vous pouvez voir ça un peu comme une sheet Excel, où les lignes, chaque ligne correspond à une ligne dans Excel et les colonnes sont séparées par un caractère. Ce caractère, par défaut, c'est le caractère virgule. Si on regarde ce qu'il y a dans mon fichier CSV, je vais regarder, hop, je vais faire cat data slash. Alors, pourquoi il me ramène? Ah, je dois avoir ça dans Clipboard en fait. Ouais, quand je regarde ce qu'il y a dans mon CSV, en fait, cat c'est une ligne de commande qui affiche le contenu d'un fichier. Donc là, je vois que j'ai effectivement des lignes et plein de valeurs séparées par des virgules. Si mes valeurs étaient séparées par autre chose qu'une virgule, j'ai la possibilité, au moment où je charge mon CSV, de lui fournir une option qui s'appelle décimale et qui lui permet de choisir autre chose. Par exemple, si j'ai des points-virgules, je vais faire comme ça pour le charger. Alors là, si je l'exécute comme ça, du coup, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie. Bah, ça marche aussi bien. Ok. Je me demande si c'est pas séparateur plutôt. Ah ok, décimal, ça devait être pour les chiffres. Ok. Et séparateur, là, il n'y arrive pas parce que du coup, il se trouve pas un pandas read CSV séparateur. Alors c'est pas séparateur le nom du paramètre, c'est sep, SEP. Si je l'ouvre avec des points-virgules, qu'est-ce qui se passe? Il me renvoie une seule énorme ligne parce qu'il n'y a aucun point-virgule dans mes lignes. Donc il va considérer qu'il y a une seule énorme colonne qui contient tous les noms des autres colonnes. Et les virgules, là, en fait, il considère que ça fait partie du nom de la colonne. Donc il faut bien avoir le bon séparateur quand je vais choisir. Et le décimal, en fait, si je recharge avec des virgules et que j'affiche mon data frame, le décimal, il va permettre de bien interpréter les chiffres, les floats, en fait. Décimal égale virgule. Voilà, là j'ai bien un point. Parce que dans le format français, je vais avoir une virgule, dans le format anglais, je vais avoir un point. Ok, donc là j'ai mon data frame. Alors il y a des tas de méthodes qui sont fournies par défaut qui permettent d'explorer cet objet. Donc là j'ai une exploration visuelle, mais moi ce que j'ai envie, c'est j'avais envie de jouer avec au niveau du code. Donc, par exemple, si je veux lister les columns, j'ai un attribut column qui est disponible, qui me renvoie quelque chose qui est compatible avec une liste. Donc si je regarde le type de ce truc-là, c'est un index, mais en fait il peut être casté en liste, et du coup je peux itérer dessus. Je peux très bien dire for colon in colons, print colon. Donc je peux jouer avec comme ça. Countries.column, il est très pratique. Un autre ultra utilisé, c'est shape. Shape, il me renvoie, alors c'est pas columns.shape, c'est countries.dataframe.shape. Il me renvoie les dimensions de mon tableau. Donc là, ça dit que j'ai 227 lignes, il y a 227 pays et 20 colonnes. Il y a 10 types. J'ai encore. Ah, j'ai oublié mon DF. Dtypes, en fait, lui, il va retourner le type de toutes mes colonnes. Alors, le type objet, ça veut dire que c'est une string. Et ensuite, là, j'ai des int 64 et des floats 64. Le 64 derrière, ça représente le nombre de bits sur lesquels les informations sont stockées. Donc là, ça veut dire que mon entier, il peut avoir 2 puissance 64. Il peut aller de 0 à 2 puissance 64. Ou de moins 2 puissance 32 à plus de puissance 32, suivant qu'il est signé ou pas. Ça, on va pas tellement s'y intéresser. Nous, ce qui vous intéresse, c'est juste que ce soit des entiers ou alors des floats. Et ça, en fait, c'est un petit bout de code qui est assez pratique, qui va permettre d'appliquer des opérations à toutes les colonnes de mon data frame. Si je fais un is nul, il va me renvoyer une indication pour chaque cellule pour me dire si la cellule est nulle ou pas. Et si je fais un point somme dessus, il va me retourner le nombre d'éléments qui sont nuls par colonne. Donc là, ça veut dire que dans la colonne climate, j'ai 22 éléments qui sont nuls. Donc ce truc-là, dans la partie exploratoire, il est assez pratique. Alors, si je veux regarder rapidement ce qu'il y a dans mon data frame, on a vu que si je l'affiche directement ici, ben, j'ai accès aux infos du début, aux infos de la fin. Il ne va pas tout m'afficher s'il est vraiment énorme, parce que mon data frame, il peut assez facilement faire des millions de lignes. Ça marchera très bien. Je peux assez facilement regarder En général, on utilise head et tail. Head, il va renvoyer. Je vais pas y arriver. Head, il va me renvoyer les premières lignes du data frame et je peux dire je veux les 3 premières. Et tail, il fonctionne de la même façon, mais il me renvoie les dernières lignes. Donc là, si je veux les 4 dernières, hop, je les récupère comme ça. Alors,
comment est-ce qu'on fait pour accéder à des sous-ensembles de mon data frame ou pour le découper en morceaux? Je peux jouer avec les colonnes assez facilement avec l'opérateur crochet, un peu comme je le ferais pour accéder à une valeur dans un dictionnaire. Là, par exemple, si je veux récupérer tout ce qu'il y a dans la colonne country, je récupère uniquement ma colonne. Alors attention, ça, qu'est-ce que c'est comme type de données? On voit que c'est pas le même affichage. C'est pas un data frame, c'est une série. Si je regarde le type de ça, ça m'envoie une série. Et en fait, une série, c'est juste une colonne. C'est un objet particulier auquel je vais pouvoir appliquer des opérations particulières. Et encore une fois, il est très bien, il est castable en liste, et dans ce cas-là, je récupère une liste avec toutes les valeurs. Ça, c'est une série, il ne faut pas le confondre avec... Est-ce que je peux faire un point L là-dessus? Ouais, super. C'est une série, il ne faut pas que je le confonde avec le double opérateur crochet. Le double opérateur crochet, en fait, il envoie un sous-ensemble de mon data frame par colonne avec la liste des colonnes spécifiées. Donc si je mets 2 crochets ici au lieu d'un seul, c'est plus une série qui me renvoie, c'est bien un data frame. Si je regarde le type de ce truc-là, c'est un data frame. Et souvent, c'est une erreur que vous allez rencontrer assez fréquemment. Vous oubliez un crochet et du coup, vous avez un type de données au lieu d'un autre et ça marche pas comme vous espériez. Donc si je prends le head de ça, là, dans ce cas-là, je récupérais un country, là, j'ai récupéré une série, là, j'ai un data frame. Et si je veux récupérer plusieurs colonnes, bah, je mets juste une virgule, et là, je mets, par exemple, la population. Donc là, je peux me créer un sous-data frame. Ça, c'est pour les colonnes. Qu'est-ce qui se passe si je veux jouer avec les lignes? Eh ben, je vais utiliser l'opérateur crochet, toujours, avec cette syntaxe-là, qui est utilisée aussi pour les listes, pour récupérer un sous-ensemble d'une liste. Là, si je veux les éléments de 3 inclus à 5 exclus, ça va me renvoyer les lignes 3 et 4. Et alors, je peux combiner les deux. Par exemple, si je veux récupérer un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes, je devrais pouvoir faire ça. Region et population. Voilà, et donc là, ça me renvoie un mini data frame avec 2 lignes et 2 colonnes. Bien sûr, ça n'affecte pas mon data frame original. Le countries, il est toujours le même. Et si je veux mettre ça dans une variable, bah, j'ai juste à dire hop, little data frame qui est égal à ça. Et quand je l'affiche, là, je le garde et je peux m'en servir plus tard. Et comme c'est un data frame, je peux refaire toutes les opérations de sélection que j'ai fait juste avant. Donc, on a vu comment récupérer des colonnes, on a vu comment récupérer des listes de lignes. Et une fonction qui est assez pratique, lock, elle permet de récupérer le contenu d'une cellule en particulier. Alors, par exemple, si je veux récupérer la population de l'Afghanistan, je vais faire un countries data frame. Je commence par lui donner la ligne, donc c'est 0, et ensuite la colonne population. Et qui ne connaît pas, parce que j'ai oublié le lock, point lock. Ok, et donc là, normalement, j'ai bien le bon chiffre. Ok, donc là, on a fini avec la partie vraiment exploratoire du data frame. En fait, c'est assez intéressant. On va jouer maintenant à faire des group by là-dessus. Grosso modo, si vous utilisez un peu Excel, une des fonctionnalités les plus pratiques, c'est les tableaux croisés dynamiques. Et ben, n'importe quel fichier Excel, vous allez pouvoir exporter les sheets dans des fichiers CSV. Donc les fichiers CSV, c'est des fichiers où chaque ligne va correspondre à une ligne du fichier Excel séparée par un séparateur. Ces fichiers-là, vous pouvez les charger très facilement dans Pandas, ça vous fait un data frame. Et ce data frame, en fait, l'équivalent du tableau croisé dynamique, ça va être un group by, un peu comme on ferait en SQL. Et avec ça, on va très facilement pouvoir jongler avec les données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que je peux faire pour récupérer dans le data frame? On va commencer par des opérations simples. Tous les countries, tous les pays qui sont en Amérique. Je vais commencer par regarder, si je veux la liste des pays en Amérique, je vais commencer par regarder la colonne région. Là, je vois qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Et je vois aussi que ma data, elle n'est pas très clean. C'est-à-dire là, dans le fichier CSV, j'ai des espaces avant, j'ai des espaces après. Alors, il y a une fonction qui est très pratique pour nettoyer ces données-là. Et ça, c'est une problématique que vous allez rencontrer en permanence, en fait. Dès que vous chargez des données, les sources de données, elles sont pas clean. Donc, ça représente toujours énormément de travail de les nettoyer. Ici, on peut faire quelque chose qui est assez simple. On va utiliser la méthode strip pour nettoyer ça. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on fait un map. Et en fait, le map, en fait, il va appliquer la méthode strstrip à chacun des éléments de ma colonne. Et donc là, si j'affiche ça sous forme de liste, on voit que j'ai bien perdu tous mes espaces. Donc là, j'ai nettoyé ma donnée. Il y a une autre méthode qui est utile. Donc là normalement, j'ai une série. Ouais. Si je veux regarder si un pays est en Amérique,
je peux regarder, je peux utiliser la méthode str.contains. Et str.contains, ça va regarder une sous-chaîne de caractères à l'intérieur de ma chaîne. Donc, si je regarde si str.content amer, en fait, il me renvoie une liste pour chaque élément de ma série. Il va me renvoyer si oui ou non ça appartient à l'Amérique. Alors là, il m'a renvoyé non partout. Pourquoi? Parce que là, dans mes données, je suis en majuscule, et dans mon test, je suis en minuscule. Donc, je vais me mettre en majuscule ici aussi. Et donc là, j'ai bien une liste de colonnes, une liste de lignes, où il me dit pour chaque ligne, si oui ou non, je suis en Amérique. Alors ça, c'est chouette, mais qu'est-ce que j'en fais? Et l'idée, c'est qu'on va combiner ça. On va combiner ça avec le data frame, et on en reparlera jeudi, pour faire du Boolean indexing. Et le Boolean indexing, ce que ça permet de faire, c'est que ça va permettre de sortir dans le data frame toutes les lignes qui ont la colonne à trous. Donc si je fais un countries df de in America, ça me renvoie uniquement les pays qui sont en Amérique. Donc si je descends tout en bas de mon data frame, je devrais avoir la taille normalement, et là je la vois pas. Ben, on va refaire, hop. On va regarder la shape de ce truc-là. Donc là, j'en ai plus que 50. Donc ça a l'air cohérent. Je suis du mauvais côté. Ok, donc là, je récupère une colonne. Sur cette colonne, je regarde si j'ai, dans chaque ligne, si j'ai la sous-chaîne de caractères amer. Et avec cette syntaxe un peu particulière dont on parlera jeudi, on va récupérer uniquement les lignes qui m'intéressent. Alors, une autre façon de le faire, c'est d'utiliser isin. Isin, ça va regarder si les éléments de ma série sont soit l'un, soit l'autre. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je fais un countries df de region.isin, déjà on va s'afficher ça. Et on va regarder si c'est dans. Alors. On va regarder si c'est en Europe du coup. Hop, Western Europe. Et il y avait un Eastern Europe, ouais, c'est ça. Est-ce que ça passe ça? Pareil, il me renvoie false partout à cause des espaces. Donc il faut que je nettoie ma donnée avant. Donc je refais mon PMAP. Alors je vais nettoyer mon data frame une fois pour toutes. Et pour faire ça, en fait, je vais faire countries.df, je vais faire le map et je vais affecter le résultat à la colonne région. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, si je regarde mon data frame, je ne devrais plus avoir que des données nettoyées pour la région ici. Donc si je prends la colonne région et que je la convertis en liste pour bien voir les espaces, hop, c'est bon, a priori j'ai plus d'espace. Donc maintenant que mon data frame est nettoyé, je vais pouvoir relancer mon isin. Et là j'ai bien des trous. Et donc une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à mettre ça dans les européens. Alors ça c'est pas un data frame, c'est une série. Is Europe. Et je vais faire countries df de is Europe et ça va me renvoyer uniquement les lignes européennes. Et si je regarde la taille de ce truc-là, donc ça pour le coup c'est un data frame. J'ai bien 40. Alors il me trouve 40 pays en Europe. C'est beaucoup. Mais avec l'Europe de l'Est, peut-être que ça passe. Ok. Alors, il y a une fonction qui est assez utile, c'est filter. Filter, ça va permettre de filtrer les colonnes. Par exemple, alors c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu avant. Si je fais un filter countries.df de filter et que je lui passe la colonne région et la colonne population, il va juste me renvoyer les deux colonnes qui m'intéressent. Donc c'est pas ultra intéressant parce que je peux faire exactement la même chose avec l'opérateur double crochet. C'est-à-dire si je reprends cette syntaxe-là, j'ai juste à ici faire ça et ça me renvoie exactement la même chose.
Par contre, là où c'est intéressant, c'est que le filter, je vais pouvoir l'utiliser sur les rows. C'est-à-dire, soit je vais pouvoir utiliser une expression régulière. Une expression régulière, c'est une espèce de syntaxe un peu particulière qui va me permettre de dire, là par exemple, je vais prendre les colonnes avec un L majuscule. Donc là, il en trouve qu'une, il trouve la littératie. Mais je vais pouvoir rajouter des éléments particuliers. Par exemple, je peux dire, je veux toutes les colonnes qui finissent par un N minuscule. Et là, il me ressort région, population et date migration. Alors c'est un peu, on ne trouve pas une utilisation systématique, mais je vais vous le mettre quand même. Et il y a une deuxième syntaxe qui est intéressante pour le filter, c'est là, par défaut, ça filtre les colonnes, mais si je peux fixer les lignes en faisant axis égale row. Et là, pour le coup, si je dis je veux toutes les lignes qui commencent à un chapeau par un L, il n'en trouve pas. Et si je prends la région, il n'en trouve pas non plus. Ça marche pas très bien mon truc. Bon, je vais essayer de vous retrouver pourquoi ça marche pas et je vous enverrai ça. Normalement, c'est censé retourner toutes les lignes qui correspondent. Alors, si je mets autre chose, si je mets un L tout simplement, marche pas non plus. Alors, il ne trouve pas de correspondance. Bon, bah, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça et puis je vous envoie ça dans le Slack. Alors, là, on va parler un petit peu des index. Jusqu'ici, en fait, j'ai pas vraiment modifié mon data frame, j'ai juste nettoyé un tout petit peu. Donc, j'avais des colonnes qui avaient des espaces dans les colonnes objets. Donc, dans la région, je l'ai nettoyé. Et j'ai des entiers et des floats. Si je regarde mon countries.dtypes, généralement, vous allez vouloir plutôt nettoyer les colonnes qui sont les objets, parce que c'est les chaînes de caractères, c'est là où le plus souvent il y a des caractères que vous voulez supprimer, ou alors vous voulez faire une conversion, par exemple, vous avez récupéré une date sous forme de chaîne de caractères, et vous voulez la convertir en date. Donc on a joué avec le data frame, on a vu qu'on pouvait récupérer des petits data frames avec certaines colonnes et certaines lignes, et en fait on peut rajouter des colonnes assez facilement, et on peut aussi jouer avec l'index qui est ici. C'est-à-dire ici, je peux très bien avoir envie d'utiliser country comme index. Dans ce cas-là, j'ai une fonction qui s'appelle setIndex. Et si je fais ça, en fait, il va m'envoyer un data frame où le nom du pays est en index. Alors, il faut faire assez attention à ce truc-là. Alors, bien, ça modifie toujours pas mon data frame de base. C'est-à-dire, si je me mets comme ça sur le head, mon data frame de base n'a pas changé. Et donc, ça me renvoie un nouveau data frame. Donc, on va l'appeler index data frame. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que si je fais ça, mon countries data frame, il faisait 227 lignes, 20 colonnes, et mon index, normalement, il aurait dû perdre il a perdu une colonne. Pourquoi? Parce que la colonne country, elle est passée dans l'index. Alors, j'ai la fonction inverse de ce truc-là, c'est je peux faire un reset index, et si je fais ça, ça m'a remis le country en colonne, et j'ai bien à nouveau le bon nombre de colonnes. Et alors ça marche bien parce que je l'ai fait qu'une fois. Par contre, si je prends mon countries data frame que je fais un set index en lui passant le country et que je fais ensuite un set index en lui passant la région, et bien là, j'ai perdu de l'information. C'est-à-dire si je regarde la shape de ce truc-là, j'en ai plus que 18. Et là, je peux faire autant de reset index que je veux. En fait, je vais réussir à récupérer le dernier index, c'est-à-dire la région, mais celui d'avant, je l'aurai jamais, parce qu'il a été écrasé. Donc il faut faire juste assez attention à ça. Là, quand je fais plusieurs reset index, en fait, il me rajoute des colonnes qui sont le contenu de l'index existant. Donc quand j'avais 0, 1, 2, 3, je me rajoute autant de colonnes que je veux avec 0, 1, 2, 3, mais la country, là, je l'ai perdue.
À quoi ça sert ce truc-là? Quand vous allez vouloir concaténer plusieurs data frames, en fait, par défaut, pour concaténer deux data frames, en fait, il y a deux façons de les concaténer, soit vous rajoutez des lignes, soit vous rajoutez des colonnes. Si vous voulez rajouter des colonnes, en fait, il va se baser sur le nombre de lignes. Et l'index, si vous avez juste un chiffre qui est entre 0 et le nombre de lignes, alors déjà, il faut qu'il y ait le même nombre de lignes si vous voulez rajouter des colonnes. Mais ce truc-là, il peut être super misleading. En fait, les lignes, elles correspondent peut-être à rien, et puis elles sont peut-être pas dans le même ordre, parce on va voir qu'on peut trier le data frame comme on veut. Et donc le reset index, en fait, il va vous permettre de mettre une colonne qui va servir d'identifiant comme index. Vous faites ça dans les deux data frames, et ensuite, quand vous les concaténez, ça va bien scaler, et vous aurez les bonnes lignes qui vont être au bon endroit. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire un set index pour passer la colonne country en index. Ensuite, on va pouvoir merger ou concaténer deux data frames, et ensuite, on peut faire un reset index pour la remettre en colonne. Alors ça, c'est ma petite regex qui marche pas. On va essayer en copiant ce truc-là. Countries.filter regex countriesdef.filter regex égale commence par un D, axis égale rose. Ah, je me suis peut-être planté dans l'axis. Non, ça marche toujours pas. Pourtant, j'ai testé hier et ça passait. Bon, c'est pas grave. Ok, on a parlé du sort. On peut jouer avec les colonnes, on peut concaténer des data frames, ça on le verra plus tard. Et on peut trier le data frame. Donc je peux faire un sort index, donc ça va trier mon data frame par index. Donc, si je fais un countries.df.sortIndex en lui passant ascending égale false, par défaut c'est ascending égale true, ce qui présente pas beaucoup d'intérêt parce que là il était déjà trié. Il va me le renvoyer par ordre décroissant. Je peux faire la même chose avec n'importe quelle colonne. Donc je fais un sort values, countries.df.sortValues, population, ascending est égal à false. Et donc là j'ai bien la population triée par ordre décroissant. Si je mets ascending égale true, ça me met la population croissante. Alors, tout ça, on peut s'en servir pour faire des filtres. Là, par exemple, on identifie une liste de colonnes qu'on veut récupérer. Donc, ça va être l'équivalent d'utiliser l'opérateur double crochet. Et donc là, ça va nous renvoyer un data frame avec seulement les colonnes country, population, area, triées par population décroissante, et juste les 10 premiers éléments. Donc, on a dit country, population et area. Alors, pour faire ça, on fait... Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser ce truc-là, parce qu'on visualise bien qu'on a country, population, que cet opérateur double crochet, il me sort un sous-data frame. Et je trouve ça ultra clair de le faire là, mais on va essayer avec l'autre syntaxe aussi. Alors là, je vais pas m'amuser à retaper la valeur à la main, sinon je vais me planter. Donc ça, on voulait les 10 premières. Ça me récupère les 10 premières. Si je pense à mettre mon df, ça va fonctionner. Et ensuite, on voulait trier par population décroissante, donc sort values, population, ascending est égal à false, .head. Donc ça le fait. Et l'équivalent de cette syntaxe-là, dans les slides, ils ont utilisé un filter. Donc au lieu de faire ça, hop. Alors je peux le faire dans les deux ordres. Soit je commence par un filters, et ici je passe les items. Alors est-ce que ça marche ça? Ouais. Soit je fais le sort après. Si je fais le sort avant, la seule différence, c'est que il va trier sur plus d'informations. Et donc, si j'ai 100 millions de lignes et que le filtre me permet d'en récupérer, alors ça n'a pas de sens ce que je dis, parce que là, je filtre des colonnes, pas des lignes. Mais imaginons que je filtre des lignes, le sort, il serait beaucoup plus rapide si je sélectionne que 1000 lignes à l'arrivée et que je gagne pas les 100 millions de lignes. Alors, je sais pas si on vous a parlé de la façon dont ça fonctionne, toutes ces opérations enchaînées avec des points. En fait, c'est tout simple. Les opérations, elles sont évaluées de gauche à droite. Du coup, countries, ça, c'est un data frame. Si je regarde type de countries, ça me renvoie un data frame. Donc sur cet objet-là, je peux effectuer toutes les opérations que je peux faire sur le data frame. Le sort values, lui, on a vu qu'il me renvoyait aussi un data frame. Du coup, je peux à nouveau enchaîner avec des opérations que je peux faire sur un data frame. Et en fait, toutes ces opérations-là, le filter, le head, à chaque fois, ça me renvoie un data frame. Du coup, je peux m'amuser à refaire .head, et ça va marcher exactement de la même façon. Et puis si à la fin, je veux récupérer une colonne, mettons que je vais récupérer la colonne population, je crois, qu'elle y était. Voilà, pour le coup, c'est plus un data frame, c'est une série.
Mais je peux continuer à enchaîner avec des opérations qui sont valables sur les séries. Je ne sais pas si le head il marche sur les séries. Ah, ça va, ça marche, ça m'envoie bien une série. Donc tout ce truc-là, ça fonctionne. Alors c'est pas forcément super lisible, donc en général on va vouloir mettre ça sur plusieurs lignes. Et la façon dont on fait ça, je crois qu'il faut un anti-slash à la fin. Voilà. Là c'est un petit peu plus clair. En général on tabule ce truc-là, et là on va faire comme ça. Hop. Comme ça. Si je l'exécute comme ça, ouais, il n'est pas content. Il faut vraiment un anti-slash à la fin de chaque ligne. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu avec les tableaux croisés dynamiques. On va faire du grouping. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le schéma est pas mal. Là, j'ai un data frame avec la clé, c'est l'index. Donc, non, la clé, c'est pas l'index. La clé, c'est une colonne qui s'appelle clé et qui va me servir à faire mon groupe. Donc, je vais trier par clé et ensuite, je vais récupérer mes données. Et donc, la façon dont il fait, c'est si je dis que je veux grouper par clé, il va mettre tous les éléments de chaque valeur dans un petit sous-tableau. Et ensuite, il va mettre toutes les autres colonnes à la droite. Et ensuite, il va effectuer les opérations d'agrégation que je lui demande de faire dessus. Comment est-ce que ça fonctionne? Ici, si je lui dis, alors je vais regarder ce qu'il y a dans mon tableau. Si je lui dis, je vais vouloir faire une agrégation de la population par country, ben, je vais faire, la fonction c'est group by. Donc, je vais faire un group by country. Et ce truc-là, en fait, ça me renvoie un objet. On va y arriver. Ça me renvoie un objet data frame group by. Et donc, ça fonctionne pas. Le group by, il faut toujours faire une fonction d'agrégation derrière. Alors, soit je passe une fonction d'agrégation directement ici, donc je fais un sum. Et donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a fait la somme de toutes les colonnes triées par country. Donc j'ai bien à gauche une ligne par country, et à droite, il a fait la somme de toutes les informations. Alors comme j'avais déjà une ligne par country, l'agrégation par country, elle a pas beaucoup de sens. Donc ce serait peut-être plus intéressant de prendre la colonne région. Parce que comme j'avais qu'une seule ligne, il fait la somme de un chiffre. Donc là, j'ai par région, bah, j'en ai déjà beaucoup moins. J'ai la flemme de faire le shape. Hop, j'en ai 11. J'en ai 11 et là, il a fait la somme de toutes mes valeurs. Une autre fonction d'agrégation possible, je peux faire un min. Ça va me prendre la valeur moyenne de toutes mes colonnes. Et les fonctions d'agrégation, on a éteint. Et en fait, vous pouvez choisir les opérations que vous faites pour chaque colonne. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien dire, ben, je groupe par région. Et ensuite, plutôt que de spécifier, de faire la même agrégation sur chaque colonne, j'ai spécifié sur chaque colonne ce que je veux faire. Donc pour ça, j'ai une fonction qui s'appelle aggregate. Vous pouvez faire soit aggregate, soit aggg, les deux fonctionnent. Et vous lui passez un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, vous allez dire pour chaque colonne l'opération que vous faites. Donc typiquement, là, je vais dire bah, pour population, je vais faire la somme. Et pour l'AREA, qu'est-ce qu'il peut y avoir? GDP. Pour les phone, je vais faire la moyenne. Phone per 1000, ouais, ça a du sens. Pour les phone per 1000, je vais faire le min. Et donc quand je fais ça, ça va m'envoyer par région la somme de la population et la moyenne du nombre de téléphones pour 1000 personnes. Alors est-ce que ça fonctionne? Là, quand j'avais fait un min, j'avais bien 171. Et quand j'avais fait une somme de la population, j'avais 3 milliards. Donc là, j'ai bien 3 milliards et 171. Donc ça marche. Ce truc-là est assez pratique. Vous faites un aggregate ou vous faites un AGG, ça marche de la même manière. Voilà, ça renvoie exactement la même chose. Donc le group by, on peut le. Donc là, je fais un sous-data frame avec la population à l'area et ensuite je fais la somme et ça va m'appliquer une fonction d'agrégation sur tout le data frame. Je peux aussi faire une agrégation avec plusieurs colonnes. Alors là, dans ces données-là, je vois pas bien ce que je pourrais faire parce que j'ai trop de valeurs différentes. En fait, j'ai pas deux colonnes qui ressemblent un peu à tout. Qu'est-ce qui se passe si on va faire un test? Si je prends countries. Ça va pas marcher. Countries data frame, je prends le country. Et est-ce que je peux faire
fais un test, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, ça marche. Ça me renvoie, OK. Le map, en fait, on a vu que je lui passais une fonction. Donc tout à l'heure, j'avais passé un str.strip. Et str.strip, alors quand j'ai fait le str.strip, j'ai fait bien attention à ne pas l'appeler. Parce que si je l'appelle, en fait, la façon dont le code fonctionne, c'est qu'il va appeler str.strip, et ensuite, le résultat de ce truc-là sera passé à la fonction map. Moi, je veux lui dire, la fonction map appelle la fonction strip. Enfin, tu fais un map, ça veut dire tu vas parcourir chacun des éléments de ta série et sur cet élément, tu appelles le strip. Et si je mets des parenthèses, là, ça ne fonctionne pas. Au lieu de mettre une fonction nommée, je peux mettre une fonction anonyme. Alors en Python, c'est une lambda. Je lui passe un paramètre que j'appelle comme je veux. Et là, je dis ce que je veux faire. Et là, ce que je dis, c'est que pour ce paramètre, qui est une chaîne de caractères, parce que cette colonne, c'est un objet, je vais récupérer tout jusqu'au premier caractère exclu. Enfin, jusqu'au caractère 1 exclu. Donc ça va récupérer le caractère 0 de mon country. Donc du coup, je vais mettre ça dans mon data frame. Je vais faire une nouvelle colonne qui va s'appeler country first letter. Et je vais dire que country first letter, ça vaut ça. Et donc si je regarde mon country's data frame.head, à la fin, j'ai un country first letter. Du coup, comme j'ai un first letter, je peux faire un group by avec deux colonnes, parce que maintenant, j'ai de la redondance dans mes valeurs. Donc, je vais faire un country's df pour un group by. Alors là, au lieu de passer juste une info, je vais passer une liste de toutes les colonnes. Et donc là, l'ordre a un sens. C'est-à-dire, je vais d'abord agréger par région, et ensuite par ma nouvelle colonne. Là. Donc si je fais ça, et qu'ensuite je fais un sum, qu'est-ce que ça me renvoie comme information? Alors là, vous voyez que j'ai deux infos dans l'index. J'ai la première agrégation, et ensuite j'ai la deuxième. Alors j'ai l'impression que j'ai récupéré des A partout dans tous les noms de mes pays, donc ma nouvelle colonne n'est pas géniale en fait. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Country's first letter. Ouais, bon, ça se trouve mon code ne marche pas très bien sur la lambda. J'ai pris le country, normalement ça devrait être bien. Alors il y a un truc qui peut être intéressant à faire. Il y a une fonction qui s'appelle unique, qui permet de regarder ce qu'il y a dans une colonne. Là, si je fais un... Alors, il y a deux fonctions qui sont intéressantes. Alors, je vais reprendre ça, country first letter. Il y a le unique, qui permet de voir ce qu'il y a dedans. Donc, ça m'envoie toutes les valeurs. Et là, il me dit que j'ai que des A. C'est pour ça que dans mon groupe by, en fait, il y a un seul A à chaque fois. Donc, ça veut dire que mon code ne marche pas très très bien. Si je regarde le shape de ce truc-là, ça me dit qu'il y avait bien 227 lignes. Ok, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc le unique. Et le deuxième qui est intéressant, c'est value counts. Si je fais un country's df, que je lui demande de me prendre la colonne toujours country first letter pour value counts, ça va m'envoyer une table de fréquence de toutes les valeurs à l'intérieur. Value counts. Et donc ça me dit il y a un seul élément qui est un A et qui apparaît 5 fois. Ce qui est un peu étonnant vu que j'ai 227 lignes. Donc je m'attendrais à ce qu'ils me disent le A, il y en a 227. Alors pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce que ça me renvoie ça? La shape de ce truc-là, c'est quoi? 227, 0. C'est marrant, il m'envoie ça comme si j'avais pris le head, mais mon country's df, il a bien tous les trucs à l'intérieur. 227, 21. Si je prends la région, que je fais un value counts, ça me renvoie bien les régions et le nombre de lignes sur chaque région. Donc l'Europe, tout à l'heure, on en avait 40, ça fait 28 plus 12, ça colle. Et par contre, mon first letter, là, il est vraiment tout... il n'est pas terrible. Country's df, country first letter. Ah, c'est parce que j'ai des tonnes de nan. Ah oui, mais c'était marqué en plus, je suis débile. Quand je fais un value counts, là, quand je fais un value counts, il me dit... ah bah non, il marque pas les nan, c'est un peu dommage. Il me dit que j'ai 5A, et effectivement j'ai bien 5A dans mes résultats, mais j'ai surtout plein de nan, donc ça fonctionne pas. Donc ma lambda est pas bonne. Peut-être que si je fais un strip et que ça élimine les espaces, c'est moins sale. Non, c'est toujours aussi moche. Bon, bah, je vais essayer de trouver un truc et je reviens vers vous pour nettoyer un petit peu ça. Donc ça, on a vu, sort values, ok. Et ça, on l'a vu aussi. On est donc le group by en fait, il permet de spécifier les opérations d'agrégation qu'on veut utiliser pour chaque colonne.
Donc là, moi, j'avais juste spécifié sum et min. En fait, vous pouvez utiliser les fonctions de NumPy, qui est la librairie sur laquelle Pandas est basé, et qui permettent de faire ces opérations. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviens vers vous sur les deux problématiques que j'ai eues là, sur la fonction lambda qui marche pas bien, et sur le filtre des lignes qui normalement devrait fonctionner. Je vous renvoie ça dans le Slack. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bonjour. Oui, apparemment, il n'y a pas de questions. Il y a eu pas mal de réactions dans le chat, mais je ne vois pas de questions. Donc, Ok. dites-le si jamais. Ok, s'il n'y a pas de questions, je reviens vers vous sur ces deux points-là et on se retrouve jeudi. Alors, jeudi, on va faire du Boolean indexing. Donc, on va s'amuser à passer des filtres sur les data frames pour récupérer ce qui nous intéresse et ensuite on va afficher les informations. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci beaucoup, Gaëtan, mon Dieu. Et merci à tous pour votre participation. Je vous enverrai toutes les infos, comme d'habitude, d'ici demain. Et très bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.